Je me suis toujours imaginé genre l'ascension d'un sommet et tout, avec personne en fait, c'est genre des no man's land où tu croises personne. Et en fait non, tu vois dans la vidéo qu'ils croisent des gens en permanence, il y a des gens partout en fait. Le sommet il est blindé, il y a plus de monde probablement sur le sommet du monde que dans les forêts alentours en vrai qui entourent l'Everest. Donc ouais, on peut commencer par ça, parce que j'ai regardé la vidéo d'Inoxtag du coup hier. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de réactions un peu mixtes. J'ai vu que Reggie Le Gorilla avait bien fait péter un câble à tout le monde. Après, il est bon avec ses titres et tout, et ses miniatures, il a bien forcé quand même. J'ai pas regardé sa vidéo à Reggie Le Gorilla, j'aurais dû. Ça m'aurait fait un point de comparaison. J'ai vu des extraits. Il parle du fait que, ouais, que c'est un caprice de riche, qu'il a exploité des Sherpas, machin et tout. Je m'y connais pas assez bien sur l'économie de cet endroit et sur le fonctionnement de l'ascension de l'Everest pour trop donner mon avis là-dessus en vrai. Mais moi j'ai bien aimé le reportage d'Inox. J'avoue que j'ai vu cet avis-là aussi, que c'est naïf, c'est vraiment très très naïf et tout par moment. Je suis d'accord. Il y a énormément de naïveté par moment. Mais dans l'ensemble j'ai trouvé ça plutôt beau, plutôt inspirant. Même si effectivement, et ça c'est une critique que j'ai vue que Reggie Le Gorilla il a fait, quand t'escalades l'Everest et que t'arrives à un camp et que tu dis ouais c'est dégueulasse, regarde ils ont tout dégueulassé et tout, nous on va rien laisser sur place. Mais en fait le truc c'est que lui il fait monter ses trucs avec des Sherpas et tout quoi. C'est pas lui qui porte ses affaires, c'est des Sherpas qui portent ses affaires et ils portent des poids beaucoup plus lourds que lui. Donc je comprends, ça c'est vrai que bon, en fait ce serait intéressant d'avoir le point de vue des Sherpas du coup, comprendre ce qu'eux ils pensent de tout ça. Est-ce qu'ils sont contraints de faire ça pour subvenir aux besoins de leur famille? Est-ce qu'ils ont vraiment pas le choix de faire ça? Ou est-ce que pour eux c'est un job qu'ils choisissent de faire parce que ça rapporte vraiment vraiment beaucoup plus et que du coup ça leur permet d'avoir une belle vie et tout, c'est la question. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur le docu d'Inoxtag, sur le film d'Inoxtag? Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut quand même dire, à mon avis, c'est que c'est quand même impressionnant d'avoir réussi à atteindre le sommet de l'Everest, même si évidemment il a de l'argent, donc ça. Parce que j'ai vu que c'était énormément l'avis de la critique principale de Reggie Le Gorilla, je crois. Pas regarder la vidéo encore une fois, hein, je vous le dis, je vais la regarder, mais j'ai pas regardé encore. C'est qu'Inox, il fait un caprice de riche, et comme il a de l'oseille, il peut se permettre d'embaucher plein de Sherpas pour transporter plein d'affaires en haut, des grandes tentes, des bouteilles d'oxygène, ce genre de trucs. Alors que quand tu montes l'Everest par toi-même, en fait, tu dois transporter tes bouteilles d'oxygène, et les bouteilles d'oxygène, ça a un poids, c'est très lourd. Hein. En fait, quand tu montes, quand tu fais une escalade comme ça, surtout l'Everest, tu calcules tout ce que tu embarques avec toi parce que chaque chose que tu embarques, c'est quelque chose qui va peser plus lourd et qui va du coup ça va être une contrainte immense en plus à chaque fois que tu rajoutes quelque chose dans ton ascension en fait, parce que tu vas t'épuiser beaucoup plus vite en fait. Donc évidemment, si c'est pas lui qui a transporté ses bouteilles d'oxygène jusqu'en haut, jusqu'au camp 3, je crois que c'est à partir du camp 3 qu'il commence à prendre de l'oxygène, bah ça facilite, il s'est économisé énormément en fait, si c'est le cas. Et j'ai vu des images où on voyait quand même que les Sherpas transportaient énormément de choses pour lui. Enfin, pour eux, pour l'équipe en fait. Après, faut aussi prendre en compte peut-être que c'est une équipe de tournage avec lui, que du coup ils avaient sûrement plein de matos à embarquer que t'as pas besoin d'embarquer en temps normal quand tu fais pas un tournage quoi. Peut-être que ça c'est à prendre en compte aussi. Ils font un tournage, d'habitude quand tu montes l'Everest, bon à la limite tu prends une GoPro mais c'est tout quoi. Du coup oui peut-être que c'est des circonstances un peu différentes, qu'on peut essayer de prendre ça en compte. Mais bon, je sais pas. En tout cas, ce qu'Inoxtag ne verra jamais en haut de l'Everest. On va voir ce que le monde a à dire sur l'ascension d'Inoxtag. Il l'a fait. Le vidéaste et streamer Inoxtag a gravi le plus haut sommet du monde, l'Everest, dans le massif de l'Himalaya. 1849 mètres. Cet exploit physique, des Français l'ont réussi pour la première fois il y a presque 50 ans, en 1978. C'est fou de se dire qu'on a réussi à monter au sommet de l'Everest depuis peu en vrai. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on a réussi à conquérir cet endroit de la Terre. Hein. C'est assez fou de se dire que Bon après, peut-être que juste ça n'a pas été répertorié ou quelque chose. Peut-être qu'il y a eu des mecs il y a 300 ans qui l'ont fait. Hein, mais puis peut-être qu'il y a des Sherpas qui l'ont fait bien avant nous en vrai. Il y a aussi un truc comme ça, je crois que le mec qui a monté le plus de fois l'Everest, on considère que c'est je sais plus qui. Je sais plus le nom, je peux aller regarder. Plus grand nombre ascension Everest. Et sauf que ce gars-là, la playlist népalais Kamirita Sherpa. Ah, c'est un Sherpa, d'accord. 2 fois en l'espace de 6 jours, le mec l'a fait. Oh la vache. Il est né en 1970, ça, mais là, je l'ai rien. Ah, mais c'est juste ça le record, c'est juste qu'il a fait l'Everest 2 fois en 6 jours. Ah non, l'Everest pour la 27e fois. D'accord. Ah non, 30 ascensions. Il a fait 30 ascensions. Ok, donc je croyais qu'en fait, ils avaient accordé le record mondial à un alpiniste, pas un Sherpa du coup. Mais je me suis trompé, en fait. C'est bien un Sherpa qu'ils ont attribué le record mondial. Et en même temps, c'est normal puisque les mecs accompagnent tout le monde au sommet. Donc c'est des guides. Eux, ils font l'aller-retour en permanence, quoi. 30 fois, putain la vache.
Il le fait une fois par an, quoi. C'est un truc de malade, hein. Par contre, on voit que sur son visage, que le froid, on voit que le froid, il a buriné son visage, hein. Là, il a probablement eu une engelure qui lui a arraché la peau, là. Il fait des dégâts, hein, l'Everest, hein. Mais 30 fois le mont Everest, c'est un délire, hein. Ah, il y a un autre truc qui est choquant aussi quand tu vois Inoxtag monter, c'est les bouchons au sommet enfin, les bouchons sur l'Everest, c'est fou qu'il y ait des bouchons comme ça. Les mecs sont vraiment à la queue leu-leu et des files entières, ça fait vraiment les points, un peu comme les points instagrammables sur Terre où genre les gens découvrent un point qui est super beau à prendre en photo et du coup ensuite ça leak sur Insta et tout le monde va faire des photos là-bas et donc en fait sur la photo sur Insta le gars il est juste tout seul comme ça, il prend une photo et il y a personne derrière lui, c'est hyper beau et en fait tu vois les backstage, quand tu vois les backstage, tu vois qu'il y a une file de genre 200 personnes en fait juste derrière lui qui sont en train d'attendre leur tour pour aller prendre leurs photos aussi et en fait l'Everest, c'est un peu ça qui se passait, quoi. C'est qu'il y avait vraiment des files indiennes comme ça de gens qui attendaient juste de pouvoir passer un obstacle ou passer tel truc. Enfin, c'est assez impressionnant de voir. Moi, quand tu t'imagines une ascension de l'Everest ou une ascension d'une montagne comme ça, moi, avant, je m'imaginais jamais que tu croisais des gens. Pour moi, c'est des zones mortes sur Terre où tu croises personne. Mais en fait, c'est faux. C'est bondé de gens, en fait. C'est blindé. Il y a des gens partout. C'est un truc de fou. À la tête de l'expédition, Pierre Mazot, qui a aujourd'hui plus de 90 ans. C'est beaucoup plus qu'un sport, parce qu'on a la vie en jeu. On sait qu'on peut mourir. Les deux ascensions partagent beaucoup de points communs. Mais derrière ces images, Inoxtag et Pierre Mazot ont vécu une aventure très différente. Et ce n'est pas juste une question bah oui, de... non mais ça c'est clair, oui. C'est donc de ça que va traiter cette vidéo, ok. Oui, oui. Parce que du coup, eux, ils font partie des premiers, donc déjà, ils l'ont pas monté pareil. C'est-à-dire que certainement qu'il n'y avait pas les cordes d'appui pour monter, il n'y avait pas d'échelle de posée, il n'y avait pas de rien, il n'y avait aucune corde qui était déjà tirée, où tu avais juste à accrocher ton, comment ils appellent ça, le machin qui, putain, j'ai fait de l'escalade en plus, j'ai des diplômes et tout. Bref, j'ai oublié le nom de ce truc, qui leur permet de juste d'avancer en remontant le truc qui se bloque, et ils peuvent remonter avec la corde, et ils ont des cordes quasiment tout du long à chaque fois que c'est un peu trop pentu, et ça par exemple, les premiers mecs qui l'ont escaladé, l'Everest, ils avaient pas ça, et en vrai c'est une petite différence, mais c'est immense en termes de difficulté tout de suite, hein. Quand t'as pas d'appui, rien, quand ça a pas été fait, que la route optimale elle a pas encore été découverte, parce que maintenant l'Everest, il y a tellement de gens qui l'ont monté que on a tout cartographié, on connaît tout, on sait exactement par où faut passer pour que ce soit plus simple et tout, on sait exactement à quelle période faut y aller, c'est quoi le mieux, les guides, il y a un mec qui l'a fait 30 fois, donc bon, tu t'as ce mec là comme guide, le gars il l'a fait 30 fois, il sait plus ou moins ce qu'il fait, hein. Bon, ça c'est l'expérience d'Inoxtag, alors que lui, ces gars-là, les Français qui l'ont monté en 78 je crois, ils avaient pas d'expérience, il y avait quasiment personne du coup qui l'avait fait avant, oui, c'est pas du tout la même expérience, et surtout lui, il est allé explorer un territoire vierge, quoi. Alors que les gens qui montent l'Everest actuellement, et chaque fois qu'on avance dans le temps, ce sera de pire en pire, c'est-à-dire que tous les ans, ce sera de pire en pire. En fait, tu passes sur des endroits pollués, on l'a bien vu dans la vidéo d'Inoxtag, il y a des endroits où c'est blindé de déchets et tout, et c'est des zones tellement froides sur Terre que les déchets ils se décomposent pas en fait, ils restent conservés, c'est comme les cadavres d'alpinistes, ils restent, ils bougent pas. D'ailleurs c'était assez glaçant ça, quand tu vois le moment où Inoxtag tombe sur un cadavre d'alpiniste au sommet, tu le vois flipper un peu et tu comprends que oui, en fait, tu vois un vrai cadavre, là d'un seul coup tu prends conscience de ta mortalité et de la possibilité d'échouer au pied du sommet, quoi. C'est assez impressionnant. Matériel. L'Everest, 8849 Qu'est-ce que c'est mètres beau par d'altitude. contre, putain. Le 29 mai 1953, le néo-zélandais Hilary et le Sherpa Tenzing 53. atteignaient pour la première fois le sommet du monde. Depuis, les drapeaux de 10 nations ont flotté sur l'Everest, mais jamais le drapeau français. Ah voilà. Je crois Donc que les Français n'étaient pas les premiers à avoir fait. C'était néo-zélandais qui vient de dire, je crois, en 53. Donc 53, il y a 71 ans, ça fait que 71 ans que l'Everest a été conquis, de ce qu'on en sait en tout cas. l'alpiniste a envie d'aller C'est tellement autour peu à du l'échelle de monde. l'humanité. Et j'ai eu cette envie comme les autres, qui était d'autant plus poussée qu'il y avait une certaine compétition et que les Français n'y avaient pas encore été. En 1978, Pierre Mazot a bientôt 50 ans et dirige vache. l'expédition de sa vie. Et 50 ans, À ses côtés, 6 t'es plus au alpinistes pic de ta forme français, physique, hein. 21 Sherpas, 12 tonnes de matériel
mais aussi une belle quantité de micros et de caméras. Les alpinistes français qui s'attaquent à l'Everest sont accompagnés... Et leurs micros et leurs caméras à l'époque, c'était pas la même chose que les nôtres. Hein. C'est pas le même poids. Hein. Donc c'est vraiment pas la même, le même exploit d'avoir réussi à emmener ça en haut que d'emmener aujourd'hui des micros et des caméras au sommet. Hein. Vous savez peut-être par une équipe de TF1. Mais avant de s'attaquer au sommet, première étape, parvenir jusqu'au pied de la montagne. À l'époque, il n'y avait pas d'hélicoptère, comme il y a aujourd'hui, et on a eu une marche d'approche entre Katmandou et le camp de base de l'Everest. Ça a pris un mois. Bah ouais, putain, tu m'étonnes, dans la vache, la distance qu'ils ont parcouru, le truc de fou. Et le camp de base... Tu m'étonnes qu'ils ont bien un mois, je sais pas quelle distance, 260 km, putain, bah ouais, ils ont marché 260 km et c'est pas du plat, hein. 260 km sur du relief et tout, en terrain montagneux, forêt et tout, c'est un enfer, hein. Putain, la vache, ouais. Ça a pris un mois, mais c'était bien pour ouais, nous c'est mettre ça. en forme. Ça va, James? Je dit, tu verras, il y a plein de sangsues. Pierre, il faut te faire raser la tête. Et effectivement, dans toutes les forêts qu'on traverse, il y a beaucoup de sangsues qui vous tombent dessus. Et c'est facile, avec une cigarette, de les arrêter sur la tête quand on les voit, quand on a le crâne rasé. Du coup, le seul moyen de survie, du coup, quand tu pars faire ce genre d'expédition, c'est d'être fumeur, quoi. Comme ça, pas de censure. On pensait déjà à l'Everest, qu'on ne voit pas au début. Alors quand on a vu l'Everest, on se dit c'est quand même haut, ça va nous poser des problèmes, quoi. Après un mois d'expédition, tu vois ton objectif, quoi. C'est vraiment... Et devant, tu vois au premier plan l'arête du Lhotse, et derrière, le triangle sommital. On était emballés, on pensait à la nécessité de réussir, quoi. Après 22 jours de marche, voilà enfin la vallée. J'imagine même pas la difficulté que ça devait être. Déjà aujourd'hui ça a l'air d'être horrible, horrible. Ça a l'air d'être genre d'une difficulté extrême à escalader l'Everest. Mais à l'époque, avec zéro connaissance du terrain, peu de connaissances du terrain, très peu d'aide et tout, peu de camps de base installés, pas d'hélico pour te récupérer, très peu de plan B au cas où ça se passe mal, ça devait être un autre délire carrément. Khumbu, la dernière avant l'Everest. À son pied, les tentes rouges du camp de base. Il y en avait vachement Pierre moins Mazeau a qu'aujourd'hui. choisi la voie classique, ouverte par le néo-zélandais Hilary et le népalais Tenzing, 25 ans plus tôt. L'Everest est Icefall. attaqué. Pierre Mazeau et Raymond Despiau s'engagent en reconnaissance dans la célèbre cascade de glace, verrou d'accès à la grande combe ouest où les premiers camps En fait, pendant que je matais le reportage de Inoxtag hier, je pensais au fait que je pense que la Horde du Contrevent de Alain Damasio s'est inspiré de ouf de ça en fait, de l'alpinisme et probablement très sérieusement de l'escalade du mont Everest même, parce que il y a énormément d'étapes comme ça où c'est des endroits qui ont des noms, c'est des zones naturelles qui ont des noms et en fait qui sont mortels pour l'homme et tout, et qui ont des particularités comme ça. Et c'est un peu ce que tu vois dans l'ascension du mont Everest. T'as plein de zones comme ça, ils ont nommé toutes les zones un peu dangereuses et elles ont toutes leurs spécificités et leurs dangers et leurs techniques pour être traversées. Ça fait vraiment penser... ça a l'air d'être très similaire à la Horde du Contrevent. Je pense vraiment qu'il s'en est inspiré. d'altitude doivent être installés. Il y a énormément de crevasses, c'est la raison pour laquelle on est obligé d'amener des grandes échelles. Et tout ça, ça bouge beaucoup parce que le glacier avance tous les jours, beaucoup. Du jour au lendemain, toute la trace que vous avez faite la veille pour vous permettre d'amener du matériel au camp 1, pour vous mettre en forme sur l'altitude. Même la trace et tout, c'est des termes de la Horde du Contrevent. Parce qu'il y a eu des chutes de sérac, avalanches, etc. La peur accompagne le grimpeur tout au long de ce premier tronçon de l'Everest. Pierre Mazeau remontera et descendra 11 fois cette cascade de glace. Aujourd'hui, La vache. Pourquoi il l'a fait 11 fois? Parce qu'il a dû transporter du matos ou parce que juste il n'arrivait pas à passer peut-être? principalement équipés par des Sherpas. Il y a 50 ans, c'étaient les alpinistes eux-mêmes qui ouvraient et équipaient chacune des étapes de l'expédition. Pour aller du camp pour ça. au camp 2, on le faisait plutôt à la fin de la nuit, au début du jour, parce que la neige est encore durcie par le gel de la nuit et on évite les avalanches. C'est en découvrant la grande Alors combe qu'aujourd'hui il y a ouest tout qui est déjà
il y a tout qui est balisé, toutes les cordes elles sont déjà installées et tout, donc en vrai, genre c'est vraiment... Je pense que les gens qui l'accomplissent aujourd'hui, ils accomplissent absolument pas le même exploit que les gens qui l'accomplissaient à 50 ans, il n'y a pas photo. Filmé ici depuis 7400 mètres, que l'on réalise l'ampleur himalayenne et l'isolement du camp 2 dans cette vallée de glace Oh et de putain, neige. c'est minuscule. Au camp 2, on arrive, c'était... Oh la vache, là, le truc commençait tout petit par rapport à... Que l'on réalise Putain, on le voit même pas là. l'ampleur himalayenne et C'est minuscule, c'est un délire. l'isolement du camp 2 dans cette vallée de vache. glace et de neige. Au camp 2, on arrive, c'était un peu un camp de base avancé, on apporte beaucoup de matériel. Et là, on attaque vraiment, j'allais dire, les difficultés, parce que ça devient raide. Et pour monter du camp 2 au col sud, c'est long. On a fait un camp intermédiaire, le camp 3 d'ailleurs. Et on arrive au col sud. Et c'est du col sud qu'on part au sommet, quoi. Je crois que c'est encore un peu comme ça aujourd'hui. Par contre, je crois pas qu'il y a de camp... Je crois pas qu'il y a 5 camps, je crois qu'il y en a que 4. Donc ils ont dû couper... Soit ils ont supprimé celui-là, soit ils ont supprimé celui-là. Et du coup, celui-là, je crois que c'est le 4, si je me rappelle bien. On arrive au col sud. Et c'est du col sud qu'on part au sommet, quoi. Mais l'Everest résiste aux alpinistes français. Sur ce col sud, une tempête pousse Pierre Mazot et ses équipiers à redescendre de quelques crans. Ah, ils redescendent jusque là, putain la vache. L'équipe se donne une toute dernière chance. On est arrivé au col sud dans la tempête. La nuit. Oh, j'ai envie de mater des films sur l'Everest. Il fallait qu'on se tienne debout dans la tente et qu'on tienne les piquets, sinon on aurait été enlevé par le vent très fort du col sud. On pensait que c'était terminé, qu'on serait obligé de rentrer le lendemain. Et à 4h du matin, un temps magnifique. Sauf que le matériel pèse lourd. Épuisé par les efforts de la veille et par le poids des bonbonnes d'oxygène, Pierre Mazot titube. 2 bouteilles, c'est trop pour un vieux. 2 bouteilles. Oui, non mais putain, j'avoue que le mec il a 50 ans, c'est un délire de faire ça à 50 ans presque. Hein. C'est Inoxtag il a fait ça à 22 ans le gars du coup, donc c'est clairement pas le même exploit. Et surtout, je crois qu'il avait pas de bouteille d'oxygène. Enfin si, du coup, quand il a commencé à arriver vers le sommet, il avait mis la bouteille, mais du coup, ouais. Non, il avait mis la bouteille, même pareil du coup, mais il y avait une différence d'âge énorme quand même. Ouais, j'en pouvais plus. Il dépose les bouteilles d'oxygène à 8500 mètres et redescend passer la nuit au col sud. Ah, Le smart. 15 octobre 1978. 14 pics sur Netflix, ce qui est bien. Ouais, bah j'ai vu des tweets passer qui conseillaient des docus. Justement, il y avait celui-là dedans, qui a l'air cool. Donc je pense que je vais... Mais là, j'ai trouvé des docus déjà sur YouTube. Il y en a sur YouTube gratos. Donc déjà, je vais peut-être en mater là tout à l'heure. Mais celui-là, je vais peut-être le mater sur Netflix. Il a l'air cool. Ça a l'air d'être un bon délire. C'est l'ultime assaut. On a rejoint les bouteilles d'oxygène que j'avais laissées et on a fait les 300 derniers mètres pour atteindre le sommet. C'est là où il y a quand même quelques difficultés techniques. Il y a une arête un peu difficile. Quand il n'y a pas de vent, ça va. Et il y a un petit passage. Ah mais oui, parce qu'en plus, eux là, s'appelle le mur Hillary. ils sont en train de passer. Putain, c'est ouf hein, parce que ça doit faire trop flipper. C'est minuscule, vraiment. Tu passes sur une petite arête, il doit y avoir l'espace de peut-être 2 hommes debout côte à côte, peut-être sur l'arête. Et eux, ils ont pas de câble et tout pour se tenir, quoi. Donc vraiment, ils y vont en mode bon, faut pas trébucher là, parce que vraiment t'es mort, quoi, tu vois. Alors qu'actuellement, là, les gens qui le font sur l'Everest, il y a déjà les cordes installées, ils ont juste à se tenir à la corde, quoi. Et puis, ouais, ça reste dangereux, hein, ça reste méga dangereux, mais c'est vraiment pas le même danger, quoi. Qui est pas très haut, qui fait une vingtaine de mètres. Mais là, à nouveau, c'est la glace. Il faut faire attention, quoi, parce qu'on est toujours sur l'arête. Hein. Et donc, une fois qu'on a sorti le mur Hillary, alors on en marche à flanc, et puis on arrive au sommet, quoi. Nicolas Gégère et Jean Afanassieff au sommet. Pierre et Kurt te suivent. Pierre et Kurt te suivent. Par contre, juste la vue du sommet, ça doit être On a beaucoup d'émotions quand même quand on est incroyable. Et qu'on veut aller au sommet du monde. On était les premiers Français, ce qui m'avait permis de sortir le drapeau français. C'est une photo qui est bien connue. Mais que c'est beau. Allez, vive notre pays, 25 ans après, on a foutu ce drapeau. Allez. On a une vue magnifique et puis on a tous les sommets de 8000 qui dépassent. C'est très beau. On domine maintenant. Le Nupsé, bien en dessous de nous. Le Lhotse. C'est fabuleux. On a une chance. On rigole comme des gamins, on est des enfants. En vrai, ça doit être fou à vivre.
Je croyais pas que tu y arriverais. Tu vois? On est content d'y être et puis on est content d'y penser après, comme j'y pense aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, que reste-t-il de l'Everest qu'ont connu les pionniers français? Ah, c'est pas le même, hein. La vidéo Ouais, filmée voilà. il y a 5 jours est irréelle. Une file indienne sur le toit du monde. C'est ouf de voir ça. Ces dernières décennies... C'est ouf de l'Everest- voir ça. Ça m'a choqué quand j'ai vu ça hier, putain, dans le film d'Inoxtag. Genre, c'est quoi ça? Comment t'en arrives à là? C'est fou, quoi. Le nombre de gens, ils sont tous sur une arête rocheuse, là. C'est un délire. Regarde comment ils sont serrés. Eh, mais c'est un coup à taper une méga crise d'angoisse au sommet juste parce que t'es entouré de gens, quoi. C'est parce qu'il y a plein de touristes. Mais t'imagines, c'est un enfer. Moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me suis toujours imaginé genre l'ascension d'un sommet et tout, avec personne en fait. C'est genre des no man's land où tu croises personne. Et en fait, non, tu le vois dans la vidéo qu'ils croisent des gens en permanence. Il y a des gens partout en fait. Le sommet, il est blindé. Il y a plus de monde probablement sur le sommet du monde que dans les forêts alentours en vrai qui entourent l'Everest. Ouais, c'est ça, faut juste payer. Mais ça, c'est justement, ça a lancé vachement de polémiques et tout là depuis hier, depuis que le film d'Inoxtag il est sorti. Parce que on parle beaucoup d'exploitation des Sherpas et tout. De est-ce que c'est éthique, de est-ce que Inoxtag il a réussi à le faire vraiment par lui-même, ou est-ce que le fait que les Sherpas ils aient porté vachement de trucs pour lui, c'est quand même un énorme avantage quoi. Évidemment que ça reste un exploit d'arriver au sommet quoi. Mais quand tu as moins de trucs à porter, ton exploit il a moins de valeur que celui de quelqu'un qui le monte tout seul. Mais ouais, j'ai regardé tout à l'heure, il faut des permis et tout, et j'ai vu que... Non, je le retrouverai pas, mais qu'ils délivrent, ils ont délivré 900 ou 1000 permis, je crois, cette année. Donc forcément, ça te donne ça, quoi. Une fois que quand tu lâches 1000 permis pour aller grimper l'Everest. Ils ont qu'à en lâcher moins aussi, hein. Ils lâcheraient la moitié moins ou un quart seulement des permis. Déjà, ça ferait vachement le tri dans les touristes et ceux qui s'y connaissent vraiment, quoi. C'est ceux qui s'y connaissent vraiment, sûrement, qui seraient pris en prio, les vrais alpinistes, ceux qui ont une vraie expérience. Puis il faudrait aussi mettre des étapes... Mais après, je pense qu'ils font peut-être ça, non? Mettre des étapes intermédiaires, dire, avant d'aller monter l'Everest, tu dois d'abord avoir monté celui-là, celui-là et celui-là, quoi, tu vois. Mais là, il y a trop de monde, c'est un Ces délire. dernières décennies, l'Everest a beaucoup changé. C'est délirant La marche d'avoir autant de d'approche, monde dessus. d'abord. Elle existe toujours, mais ne ressemble plus à celle des origines. J'ai été déçu de voir que la marche d'approche avait changé parce qu'il y avait pas mal de petites bicoques qui s'étaient construites sur toute la marche d'approche pour permettre à des non-alpinistes, mais des trekkers, des gens qui aiment se faire des balades, de s'arrêter, de trouver un lit, etc. Idem pour l'ascension mythique de l'Everest. Elle reste très difficile, périlleuse, parfois mortelle, mais elle n'apporte plus un élément que beaucoup d'alpinistes recherchent. À l'heure actuelle, au camp de base de l'Everest, au mois d'avril ou au mois de mai, il y a jusqu'à près de 1000 personnes. Hein. C'est épouvantable. Ouais, il n'y a pas de solitude. On laisse des Oh, c'est immonde. saloperies Oh, c'est partout, immonde, wesh. etc. Près de 1000 personnes. C'est un délire. Le camp de base, on laisse jusqu'à- En fait, moi, ce qui me choque, c'est que ce soit des gens... Je pense, pour moi, quand tu décides de faire l'ascension du mont Everest, du sommet du monde, tu le fais parce que tu aimes la nature et que t'aimes te lancer des défis et essayer de conquérir la nature. Mais non, pour moi, tu respectes la nature. Apparemment, je me trompe. Parce près de 1000 que personnes, hein. quand tu vois ça... C'est épouvantable. On laisse des C'est saloperies partout, délirant. etc. Près de C'est 1000 dégueulasse. personnes au camp de base. Chacun trouve le bonheur comme il veut. Hein. Mais je veux dire qu'ils n'ont pas la joie de la solitude qu'on peut avoir quand on est avec quelques copains seulement. La joie de la solitude. Voilà ce que Pierre Mazot, ses compagnons népalais et les pionniers de l'Everest Ouais, c'est clair, putain. ont connu. Moi, si je décidais d'aller monter une putain de montagne comme ça, en fait, je pense que j'irais jamais monter l'Everest. Si je me lançais dans l'alpinisme, je pense que le truc que je ferais jamais, c'est l'Everest, parce que il y a trop de monde, en fait, il y a aucun plaisir à monter l'Everest aujourd'hui. Vaut mieux aller monter des montagnes plus petites. En plus, l'Everest, c'est pas la montagne la plus dure. Pas l'ascension la plus dure, c'est juste le sommet le plus haut. Mais il y a plus dur, en vrai, juste à côté, je crois. Je sais plus le nom. Le cas, je sais plus combien. Mais ouais, enfin, l'Everest donne pas du tout envie quand tu vois le nombre de gens qu'il y a dessus. Et... Ouais, le K2, voilà, c'est ça, merci. Quand tu vois le nombre de gens qu'il y a dessus et tout, moi, ça me donne pas envie. Moi, je trouve que une des expériences d'aller se dépasser dans la nature comme ça et tout, c'est justement d'être un peu seul et tout. Ou alors avec 2 personnes, quoi, à la limite. Mais c'est vraiment un truc que j'ai pas envie de partager avec 1000 autres personnes, quoi. Peut-être les derniers. C'est peut-être égoïste, mais... Ressentir cette solitude, est-ce encore possible dans l'Himalaya? sur d'autres les pentes sommets. de l'Everest,
Pas sûr. Mais la plus haute montagne du monde n'est pas seule. Autour d'elle, 13 autres sommets de plus de 8000 mètres. Les autres sont hardcore aussi. Encore quelques-uns sans file d'attente. Hyper intéressant comme vidéo. L'alpinisme, en vrai, moi, ça me chauffe, mais le truc, c'est que vraiment, il faut le faire sérieusement, quoi. J'avoue que peut-être que je suis pas encore assez motivé ou j'ai pas le temps, je sais pas, mais... Parce que l'escalade, je trouve ça trop cool. La randonnée, je trouve ça trop cool. Donc un mix de deux. J'imagine que je devrais trouver ça trop cool. Ouais, faut des thunes aussi. Après, tu peux aller faire des montagnes... rien qu'en France, tu peux aller faire des belles montagnes, déjà, je pense, sans que ce soit trop cher. Mais bon, faut trouver... En fait, faut juste... Non, genre, en vrai, c'est des excuses que je trouve, je pense que je pourrais aller le faire. Faut juste trouver le temps et tout. Commencer par des petites montagnes et tout. Je ferai peut-être ça un jour. Mais l'Everest, j'avoue que... Juste, le seul kiff de monter l'Everest aujourd'hui, c'est de pouvoir dire que tu l'as fait, j'ai l'impression. De pouvoir dire que tu t'es tenu au sommet du monde, quoi. À part ça, ouais, c'est ça, hein. Ça vaut plus trop le coup. Et c'est dommage, ça a été gâché par l'homme, quoi. Parce que à part ça, en vrai, ça reste une très belle montagne. Et ça doit être une expérience incroyable.